Bonjour à tous. Donc, nous sommes sur Dreamcatcher, le DAS d'entreprendre autrement, troisième édition. Je suis Stéphane Lorcobé. Je vous présente et je facilite justement la présentation de nos différents intervenants. Et là, nous accueillons Florent Desiderio pour la masterclass L'entrepreneuriat, c'est l'école de la résilience. Donc, fort d'une longue expérience entrepreneuriale, Florent a toujours su rebondir entre celles-ci pour se forger des compétences solides dans des secteurs assez différents comme la supply chain, l'impact ESG ou encore l'intelligence artificielle, majoritairement au Brésil. Son approche multisectorielle et son vécu en tant qu'entrepreneur sont des atouts conséquents qui lui permettent désormais de conseiller des structures et des personnes souhaitant développer leurs projets en rapport avec le monde de la tech au Brésil notamment. Également auteur, il connaît l'importance de se réinventer constamment et de se relever après les échecs pour pouvoir continuer à innover et résoudre des problèmes complexes. Et je pense qu'il nous apportera son expertise aujourd'hui et qu'il partagera son expérience riche en entrepreneuriat. Bonjour Florent, comment vas-tu? Bonjour Stéphane. Merci pour l'invitation. Je vais très bien. J'espère que toi aussi. C'est un plaisir de participer à Dreamcatcher et on avait déjà échangé ensemble et c'est vrai que nos parcours de vie ont beaucoup de similitudes et donc c'est toujours intéressant de partager ça avec d'autres et surtout pouvoir donner les bons insights, les bonnes pratiques entre guillemets ou les bons retours d'expérience pour que ceux qui veulent entreprendre puissent entreprendre de la meilleure manière. Complètement. Et là, comme tu le sais, la thématique de ce sommet, c'est entrepreneuriat, mythe et réalité. Donc, Mhm. c'est évidemment sur ce type de questions qu'on va échanger et que justement, on attend d'avoir des retours de ton expérience. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours en quelques mots? Alors, j'ai un parcours entre classique et pas classique, on va dire. J'ai fait une école d'ingénieur, donc plutôt bien coté en France, un double diplôme au Brésil. Après un peu de conseils, et puis je suis parti dans l'entrepreneuriat et parsemé de diverses expériences en entreprise ou comme entrepreneur, effectivement. Donc j'ai principalement travaillé dans la supply chain entre la France, le Brésil et les États-Unis, mais principalement au Brésil, comme tu l'as dit. Euh, et plus récemment dans l'innovation à Sao Paulo avec la création d'une start-up d'intelligence artificielle et d'un SaaS de négociation B2B autonome. Où là, effectivement, j'ai ramené toute mon expérience en supply chain depuis quelques années, associée à beaucoup de maths et, et d'algorithmes, etc., pour automatiser et optimiser les négociations B2B et les rendre aussi plus résilientes. On a vu, par exemple, pendant le Covid, des ruptures de supply chain un peu partout dans le monde, des aléas au niveau des stocks, des capacités productives, etc. Et en fait, souvent, c'est dû au fait de mettre tous ces œufs dans le même panier et de dépendre d'un seul fournisseur. Et souvent dépendre d'un seul fournisseur parce qu'on n'a pas suffisamment d'équipes pour gérer la multitude des fournisseurs. Donc aujourd'hui, avec la technologie, c'est ce qu'on arrive à faire, donc à être plus résilient. Ouais. Et du coup, tu as vécu 12 ans au Brésil, tu as levé plus de 2 millions de dollars, tu as conçu une plateforme Tout à fait. avec IA sans être développeur et tu as vendu des projets à des géants comme Mercedes. Et comment tout ça s'est construit? Parce que ça a l'air tellement énorme. Et tu nous parles de ton parcours de façon complètement, je vais pas dire détachée, mais ça a l'air tellement naturel et fluide quand on parle que juste pour prendre un peu la mesure de ce qu'on est en train de mentionner Oui, en oui. ce moment. En fait, c'est souvent les aléas de la vie et des rencontres. Mm. Donc, par exemple, bon, pour revenir sur, oui, effectivement, on a vendu des projets à Mercedes, Scania, Bung, etc., et des grandes multinationales. Euh,
mais l'idée initiale est venue d'une expérience en coopérative d'achat où en fait je me suis aperçu que au sein des entreprises, les process étaient plutôt bien structurés, mais entre les entreprises, c'était un peu la jungle. Donc, il y avait pas, il y avait 36 canaux différents pour interagir avec ses fournisseurs, très désorganisés, etc. Et en fait, on le sait de plus en plus aujourd'hui, hein, la data, c'est le nouvel or noir. Donc, à partir du moment où on structure bien la data et qu'on plug la data sur de l'IA, sur des algorithmes, sur diverses technologies qui n'ont pas besoin non plus d'être des LLM, des agents, etc. Ça peut être des choses aussi beaucoup plus simples, hein, parfois. On arrive à avoir une performance beaucoup plus forte. Voilà. Et donc, c'est à partir de là qu'est né Memrani. Et donc, du coup, oui, comme tout start-upper, j'ai dû apprendre à lever des fonds, euh, à trouver des business angels. Voilà. Donc, on voit souvent, en fait, plutôt les licornes, ceux qui ont levé des milliards, etc. Plus récemment, Mistral AI en France et tous les autres de la Silicon Valley. Bon mais gravitent autour de cet écosystème beaucoup d'autres players, chacun à leur niveau, chacun à leur taille, qui arrivent à tirer un peu leur épingle du jeu. Euh, Évidemment, ouais, c'est un peu euh, le network et les personnes que l'on arrive à rencontrer qui façonnent aussi un peu le chemin entrepreneurial ou start-upper de tout un chacun. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, souvent on pense que les entrepreneurs font ça parce qu'ils ont une vocation ou qu'ils ont une vision de quelque chose, etc. Enfin, voilà, ça, je dis pas que c'est faux, hein, je dis pas que c'est faux, mais dans mon cas, en fait, je pense que c'est plus inconscient qu'autre chose. J'ai grandi avec un père qui était entrepreneur. Et c'est en fait le meilleur aspect de sa personne qu'il m'a laissé. Et du coup, c'est par admiration pour ce qu'il a su faire comme self-made man. Inconsciemment, hein, je pense, hein, j'ai jamais dit non, je veux entreprendre parce que je veux faire comme papa, non, absolument pas. Mais je pense qu'il m'a laissé ça en fait au fond de moi. Le fait de dire, ben non. Je suis pas d'accord de faire d'une manière X, Y ou Z et je vais le faire à ma sauce ou j'ai telle idée, je vais la réaliser. Voilà. Mm. Et peu importe s'il faut déplacer des montagnes voilà. Enfin, et je pense que c'est un peu ça qui m'a poussé inconsciemment à entreprendre. Avec le recul, je pense que c'est ça. Voilà. D'accord. J'ai peut-être pas Parce dit que ça c'est vrai quelques années en avant, mais en arrière, mais que voilà. et c'est à ça que ça sert d'avancer dans la vie, d'apprendre. Exactement. Et Être honnête avec soi-même. exactement, le process de base n'est pas si évident que ça. Quand même, Tout faut à quand même fait. le dire. Et justement, le sujet de ta présentation, c'est quand même sur la thématique de l'entrepreneuriat, c'est l'école de la résilience. Et clairement, on commence gentiment à rentrer dans ces apprentissages de l'entrepreneuriat, comment tu es tombé dedans ou en suivant de façon plus ou moins consciente les pas de ton père. Mais pourquoi est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat, c'est l'école de la résilience? Alors, donc j'avais posté effectivement sur LinkedIn que c'est pas du tout la route 66 pour la Silicon Valley, hein, mais au contraire, petite image avec le Brésil, une samba sous une pluie tropicale. Parce qu'en fait, le quotidien de l'entrepreneur ou du start-upper, c'est de savoir pivoter et pivoter sur un sol glissant. Donc, typiquement, c'est faire des pas de danse sur un sol mouillé. Voilà. Euh, Pourquoi? Parce que on s'aperçoit en fait, on a une idée, on a une vision, très bien. Mais après, il faut la confronter à la réalité.
Et il faut savoir faire un PDCA continu pour faire évoluer cette vision, faire évoluer ses solutions, faire évoluer ses offres en fonction du moment et du marché et des retours que l'on a. Donc, on va en parler probablement un peu plus en détail après, mais il faut constamment itérer. Et donc, c'est un jeu en fait d'équilibre permanent pour éviter de tomber et de continuer dans le sens dans le sens ou dans la direction à peu près qu'on s'était fixé. Voilà. Donc c'est sûr, après, ça crée en soi des montagnes russes où on a des moments d'euphorie, des moments de désespoir. Il faut arriver à les gérer émotionnellement et se dire que rien n'est jamais perdu et rien n'est jamais gagné. Euh, mais ça, je sais pas si tu as déjà vu ces deux vidéos qui parlent un peu de start-up. Bon, c'est peut-être un peu cliché, mais pas non plus tant que ça. Je les ai pas retrouvés. Je voulais t'envoyer les liens après. Mais par exemple, c'est un peu construire un avion qui envole. Mhm. Il y a une vidéo comme ça qui circule depuis quelques années. Et donc, voilà, il y a des trous d'air, il y a l'air qui rentre dans l'avion parce qu'il est en construction, mais on vole et on le construit en même temps. Ben, c'est un peu ça, en fait, l'entrepreneuriat. Et il y en a une autre qui avait attiré mon attention. C'est une sorte de combat de kung-fu ou que sais-je, enfin, un sport de combat. Et donc, d'un côté, il y a le start-upper et la réalité qui se battent. Ouais. Alors, le start-upper fait plein de backflips, de coups dans tous les sens, etc. Donc, on dirait voilà, que c'est un peu un super karatéka, etc. Et de l'autre côté, Et il y la a l'autre qui attend la réalité lui met réalité. une Puis quand claque. ça commence, bam, il le met KO. Et donc, l'autre, il doit se relever puis trouver une autre tactique pour y arriver. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu ça. Si quelqu'un retrouve ces vidéos, ça vaut la peine de les Ah bah partager. là oui, tu m'as envoyé du rêve là. C'est assez marrant. Mais c'est un peu, non, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Et ce que je trouve super intéressant en fait dans ton approche et dans ta façon de le présenter, c'est un peu le fait justement de pouvoir en rire rétrospectivement, parce que sur le coup, quand tu te prends ta latte par la réalité, c'est pas super drôle. C'est Comme tu sûr. disais, et que tes images, elles sont très parlantes, le fait de devoir pivoter sur un sol glissant, j'aime bien danser et savoir danser, enfin, danser sur un sol. Non, c'est pas facile. Et du Non. coup, c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant de voir un peu ce contraste entre cet espoir qu'on peut avoir, cet enthousiasme qu'on peut avoir quand on crée, quand on veut proposer quelque chose. Et, euh, et ce que je trouve assez drôle, c'est ce décalage entre ce moment d'euphorie, parce que tu parles de moments d'euphorie et de moments de désespoir. Donc évidemment, il y a plein de choses entre les deux, mais les moments Mhm. qui marquent, c'est vrai dans la vie, dans la vie d'entrepreneur, c'est vraiment ça, c'est que un petit truc peut t'envoyer tellement haut en termes de joie, mais ça peut être un retour client, un truc qui fonctionne bien au moment où ça devait bien fonctionner. Tu te dis, mais c'est génial. Et te plonger tellement bas quand ça devait normalement tout à fait marcher et ça ne marche pas et ça ne fonctionne toujours pas 3 jours après. Et tu te tapes la tête contre les murs. Et et je pense que justement, quand on arrive, puisque la question c'était sur la résilience, et tu mentionnes le fait de pouvoir gérer ses émotions dans ces Mhm. montagnes russes et dans ces pivots sur un sol glissant, et on entend bien ce travail d'équilibriste que c'est pour toi, mais du coup, tu as fait ça pendant 12 ans. Euh, Globalement, comment tu survis à ça? Comment est-ce que tu vis en fait justement cette résilience et cet apprentissage un peu brutal des choses? Oui, alors, j'ai pas fait ça pendant 12 ans en continu. J'ai eu des périodes aussi un Calme peu plus aussi. classiques, on va Voilà. dire. Quand même, non, parce qu'il y a quand même des moments où Et voilà, et d'autres on arrive moments à se poser. d'entrepreneuriat avec voilà, des succès, des échecs, évidemment. Mais en fait, je pense que c'est avoir du recul sur sur les choses
et ne pas s'emballer, ne pas être tout feu tout flamme. C'est comme quand on commence une relation, etc. Il faut quand même prendre un minimum de recul pour ne pas après être déçu, etc. Donc, et je pense qu'il faut aussi anticiper, être un minimum stratège pour se dire, avoir toujours en permanence trois ou quatre scénarios. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Si on est en train de négocier une levée de fonds, on est en train de renouveler un contrat stratégique, on est en train de recruter un profil hyper important pour développer la tech, ou que sais-je, plein de choix hein, quotidiens. On fait plus de choix que, presque plus de choix que d'actions hein, en tant qu'entrepreneur. Hein. C'est une multitude de choix à tout moment. Et en fait, il faut arriver à ne pas trop se polluer avec les choix qui sont dérisoires, entre guillemets, qui ont très peu d'impact dans la vie, pour pouvoir dédier plus de temps et d'analyse aux choix qui sont les plus importants. Et travaille toujours avec plusieurs scénarios. Donc, se dire, OK, bon, ben, si là, on a un oui ou un non, qu'est-ce qui se passe? Si là, on arrive à tel objectif, qu'est-ce qui se passe? Si on n'y arrive pas, comment on fait? Et ajuster, en fait, et prévoir à court, moyen et long terme ce qui peut se passer. Voilà. Je pense que au final, c'est ça. Euh, et ça permet en fait de diminuer le stress ou l'euphorie que l'on peut avoir. Alors oui, il y en aura toujours. C'est indéniable. On peut pas, on est des êtres humains, quand on doit livrer quelque chose et que finalement on voit qu'on a du retard et qu'il faut qu'on y passe la nuit dessus, on est stressé, Mm. logiquement. Mais on peut arriver à contrôler un peu ce stress, à le minimiser, en ayant toujours un coup d'avance sur ce qui va se passer. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. C'est pas nécessairement ça qui va faire en sorte que tu vas avoir le plus grand succès en tant qu'entrepreneur, mais c'est ce qui te permet de bien mener ta barque et de minimiser les risques et d'arriver à peu près à avoir. Tout le monde n'est pas obligé de devenir une licorne pour réussir. Donc entre la licorne et des petits succès, il y a toute une échelle de valeurs. Donc, Bien voilà, sûr, bah, c'est comme quand on parlait des montagnes russes tout à tout à l'heure, fait. hein, il y a tout un panel entre les deux et c'est bien aussi de le rappeler parce que c'est pas nécessairement, tu vois, dans les objectifs que les personnes se posent quand elles se lancent, des fois ça peut être très très loin, c'est avec la roquette en général, etc. Voilà. Mais voilà, il y a un entre-deux qui peut être aussi pas si mal que ça, qui permettent justement d'avancer par étapes. Et dans ce que tu partages, et notamment que ce soit sur les réseaux, quand on échange avec toi, tu parles d'un MBA do it yourself permanent. Et pour toi, moi, j'adore la formule. Je dois l'avouer. Et c'est quoi les matières que tu as dû apprendre sur le tas et parfois dans l'urgence, justement, c'est le moment où tu étais Ah ouais, ouais, dans ça. cet avion qui était en vol et que tu as dû t'organiser pour organiser tout ça. Enfin, est-ce que tu as des Ouais, choses comme ben, ça que tu as pu apprendre? en fait, quand tu pars sur une idée et sur une entreprise, quelle qu'elle soit, tu maîtrises pas tout. Donc, Mm. nécessairement, pour prendre les bonnes décisions, il faut s'informer, il faut apprendre à apprendre. Alors, c'est bien parce que dans ma formation, quand même, même si c'est une formation scientifique, c'est une formation scientifique qui se voulait apprendre à apprendre. Donc, c'est dire, OK, aujourd'hui, vous avez un bagage scientifique qui est divers, OK, pour gérer des projets, etc. Mais c'est juste une base. Après, il faut le prendre, avoir des méthodes et continuer à s'updater, non, à trouver des nouvelles. Euh, à comprendre les nouvelles problématiques, à accompagner l'évolution du monde, etc., pour résoudre les divers défis que l'on a sur un parcours d'entrepreneur. Donc, c'est clair que
Euh, Par exemple, qu'est-ce que je peux te dire? Bon, en revenant sur la dernière expérience avec l'IA et la startup à Sao Paulo, euh, je suis pas programmeur, pourtant c'est moi qui ai écrit les algorithmes d'IA. Après, oui, c'est mon équipe qui les a transcrits en code. Donc, j'ai étudié quels algorithmes d'IA seraient intéressants pour résoudre le problème parce que j'avais identifié le problème et compris comment ça devait marcher, etc. Donc, bon, ben voilà, en ayant fait un peu de maths dans ma scolarité, on arrive en fait à trouver les bonnes solutions et les passer à ses équipes pour les incorporer, les tester, être sûr que ça marche, etc. Quand il faut lever des fonds, ben, j'avais jamais levé de fonds. Donc, on apprend un peu sur le tas à le faire. On regarde les forums, les blogs, les Shark retours Tank. d'expérience de ses pairs, etc. Enfin, voilà, on rentre dans divers réseaux, la French Tech et tout ça, pour mieux comprendre. Et, euh, et à l'époque, il n'y avait pas encore les LLM. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est un peu plus rapide parce qu'on pose des questions, on a déjà des insights et après, on va creuser un petit peu plus ce qui nous paraît le plus judicieux. Et donc, il faut arriver à convaincre. Donc, finalement, euh, c'est un travail de VRP où il faut rencontrer des gens, arriver à convaincre. Alors, il y a un côté un peu euh, euh, qui est un petit peu un dilemme en soi, c'est de se dire ce que le fonds d'investissement ou le business angel veut entendre, il veut entendre que tu es le plus beau. Voilà. Bah oui, puisqu'il va se marier avec toi. Et que tu vas tout exploser. Sauf que il faut quand même aussi rester sur Terre et se dire, bon, ben, on lance quelque chose, ça peut ne pas marcher, ça peut ne pas suivre exactement ce que l'on souhaite, etc. Bah, je Donc suis c'est pas toujours un si peu beau que difficile ça, j'ai deux, trois. de dire, non, mais tout est magnifique, etc. Et Ouais, malheureusement, et du coup, on se sent un peu, bon. Est-ce que je mets la poussière sous le tapis ou pas? ouais. Et en fait, il y a un peu ce jeu-là. Donc, c'est pas une mécanique facile quand on est. Ben moi, je suis très franc et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des choses il faudrait ne pas dire. Mais bon, voilà. Après, chacun le gère comme il le veut. Mais moi, c'est ce qui m'a fait le plus de mal, en fait, euh, pour lever des fonds. C'est d'avoir le discours que le fonds veut entendre. Voilà. Sans travestir l'idée Voilà. et la boîte. Ouais, C'est parce exactement. que c'est tout à fait ce que tu décris quand tu parles de danser la samba sur un sol glissant et parce que justement, tu as ce moment où tu vas avoir une sorte de un peu un parallèle étrange entre le moment où tu dois entre quand on parle de convaincre, on parle de séduction, donner envie, qu'on vienne Ouais. investir chez toi, qu'on te choisisse. Mais Mhm. de l'autre côté, tu sais que bah, en fait, tu en as besoin pour pouvoir faire des trucs, mais tu ne sais pas exactement quel sera Ouais, on est le jamais sûr à résultat. 100% du chemin qu'on va suivre. C'est ça. Donc, C'est c'est en ça. ça que c'est important, je pense, et vraiment précieux ce que tu es en train de dire. Parce que du coup, là, on parle concrètement de cet aspect de levée de fonds dont on parle énormément, on en parle énormément dans la tech. Et dans la vraie vie, c'est vrai que tu as vraiment cette approche des investisseurs, leur job, c'est l'argent. Et c'est de faire Eh oui. justement de l'argent, donc de générer de l'argent. Et leur job dans les sociétés, c'est de mettre des sous pour que ces sous leur ramènent des sous. Eux, Mhm. c'est la ressource qu'ils ramènent. De l'autre côté, ça veut dire que ils le font sur la base de ce que toi, tu es potentiellement en mesure de générer Tout à et de fait. proposer. Et des fois, tu sais même pas toi ce que tu es capable de proposer non plus, ou jusqu'où tu peux le proposer. Oui, oui, mais après, il y a un peu un jeu de dupes derrière les levées de fonds, évidemment. Mais c'est le business model. C'est ça. Les fonds ou un business angel, enfin, euh, déjà, qui investit dans des startups, Mmh. investit à fond perdu. Mmh. Ça, ne jamais investir, donc là, pour notre audience, ne jamais investir dans une startup si c'est de l'argent dont vous avez besoin.
surtout pas. Oui, parce que c'est un haut Euh, risque en termes bah d'investissement. oui, C'est connu pour être un des plus gros risques en termes donc d'investissement. voilà, le business model veut qu'en fait, sur la multitude des investissements, il y a environ 10% Mhm. qui explosent. Et ce sont ces 10% qui paient Qui vont les couvrir le. échecs ou le moyen retour des autres investissements. Voilà, tout simplement. Mhm. Donc après, évidemment, il faut diversifier les investissements, arriver à investir sur plusieurs startups si on est une personne et qu'on souhaite investir dans des startups, ou en tant que fonds, on investit sur beaucoup de startups justement pour minimiser ce problème. Mhm. Mais en fait, c'est dans les parts que l'investisseur va recevoir, c'est ça qui paye son risque. Mhm. Oui, tout à fait. Donc, euh, donc au final, oui, en fait, il faut se faire plus beau que ce que l'on est, Mhm. convaincre de recevoir l'investissement qui est un moyen pour en fait exécuter la vision et arriver à ses objectifs. Et après, c'est aussi une boule, un cercle vertueux. Une entreprise qui arrive à lever beaucoup d'argent va attirer l'attention de d'autres players du marché, va lever encore plus d'argent, etc. Mhm. Donc voilà. Et il y aura plus On- de chances d'atteindre son objectif à la fin. Exactement. Tout à fait. Non, mais Exactement. c'est pour ça que c'est intéressant de voir. Il y a une raison pour laquelle on se retrouve dans cette configuration avec ce jeu de dupes, comme tu le disais. Mhm. Et du coup, quand on est en train de parler des illusions et des vrais combats, tu dénonces quand même les grands groupes qui organisent des hackathons pour cocher les cases innovation. Oui. Et du coup, comment tu fais la différence entre les opportunités réelles et les mirages? Pour ceux qui Ah, sont pas familiers avec ouais, ça et qui tombent vraiment dedans aussi, puisque exactement pour ce qu'on est en train de décrire. c'est pas évident parce que dans le monde de l'innovation, effectivement, bon, si on reste sur l'aspect communication, tout le monde innove, tout le monde fait plein de choses, le publie sur LinkedIn, sur les réseaux, etc. Mais derrière, les process restent des process papier ou, enfin voilà, les choses ne changent pas tant que ça. Donc après, bon, il y a plusieurs moyens. C'est essayer de mesurer les investissements qui sont réalisés pour voir si vraiment il y a une volonté de changement, d'innovation du côté que ce soit client ou que ce soit partenaire, etc. Ensuite, comprendre un peu les technologies qui sont mises en place par ces entreprises, accompagner un peu la trajectoire, la culture d'entreprise, l'histoire. C'est toujours important. Mais bon, ça fait jamais tout. Après, c'est de l'humain, c'est comprendre bien les stakeholders, comment ils se comportent, quelle est la prise de décision, comment est la gouvernance. Donc, bon, voilà. Et encore une fois, ça dépend du business. Quand c'est B2B, c'est toujours un petit peu plus complexe parce que la prise de décision, et puis ça dépend encore aussi du B2B. Du B2B corporate, par exemple, la prise de décision, elle est multiple. Elle Mhm, est multifactorielle. Donc, il mhm, faut arriver un peu à maîtriser tous ces aspects pour comprendre comment cela va, dans quelle direction ça va évoluer. mhm, Sur des PME ou des TPE, la prise de décision est différente, c'est pas les mêmes approches, etc. Donc, sur du consommateur, c'est autre chose. Donc ça dépend vraiment, c'est très spécifique en fait à chaque business model. Et il faut arriver à définir de la meilleure manière son ICP, son client idéal, pour faire des hypothèses, les meilleures hypothèses de go-to-market et comment on va développer son business et quels sont les bons canaux, les bons moyens à mettre en œuvre, les bons process à mettre en œuvre pour que ça soit fluide. Voilà. ouais, mais du coup, tu vois, quand tu Pas parles évident, des. quoi. Bah, c'est ça. Quand tu parles des ressources humaines et que tu parles des choix humains, comment tu Ouais. gères les dilemmes des humains quand tu as une trésorerie à flux tendu et que tes collaborateurs, clairement, ne performent pas? Alors,
C'est une question de change management et de timing du marché, Ok. principalement. Donc, il faut arriver en fait à comprendre, bon, déjà une petite statistique intéressante qui vient d'un très grand investisseur américain, Bill Gross, je crois. On peut retrouver Mhm. son TEDx sur les réseaux. Bon, ça date un petit peu, à une quinzaine d'années à peu près, mais il explique en fait sur toutes les entreprises dans lesquelles il a investi, quels sont les principaux facteurs de succès ou d'échec. Et le premier facteur, ben, c'est pas l'équipe, c'est pas l'idée, c'est pas la tech, c'est pas le founding, c'est le moment du marché Mhm. pour environ quasiment 50% en termes de poids. Ok. Je crois 43% de mémoire, hein, quelque chose comme ça. Et le moment du marché, le timing, c'est qu'est-ce que le marché est prêt à accepter en termes Mhm. d'innovation. D'accord. Et donc, c'est directement lié au change management. Mhm. C'est-à-dire, nous, comme société humaine, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme changement? Mhm. Peut-être que si les LLM étaient arrivés 10 ans en arrière, ils n'auraient pas eu Mhm. le succès qu'ils ont aujourd'hui. Peut-être, je sais pas, hein. Mais par exemple, on peut prendre l'exemple des lunettes connectées. Mhm. Elles ont fait un flop il y a une dizaine d'années et maintenant elles reviennent un peu sur le devant de la scène. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des évolutions technologiques, c'est plus léger, c'est plus pratique. Enfin bon, voilà, je sais pas. Où le Mais marché est plus prêt aujourd'hui, le en marché est effet, plus c'est une question près. de timing, Bon, ils sont plus voilà. familiers avec ça. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans la littérature de Managérial business et development business, ouais. managérial Mhm. de justement arriver à trouver le moment du marché. Donc, on peut avoir une vision où on se dit, ah oui, ça, c'est l'idéal. C'est Mhm. de cette manière qu'il faut faire résoudre tel problème ou tel sujet. OK, très bien, c'est l'idéal. Mais on ne fait jamais l'idéal. En fait, on rajoute Mhm. des couches et on change au fur et à mesure comment évolue l'entreprise, la société humaine, etc. Et donc, en fait, ces couches d'incrémentation qu'il faut arriver à déceler et adapter, en fait, son roadmap à la réalité du marché. Ça sert Mhm. à rien de proposer quelque chose qui est totalement disruptif, mais que le marché ne va pas absorber. Oui. Ouais, complètement. Donc voilà, donc il faut et en fait la vraie stratégie et la vraie difficulté, c'est pas finalement de capter de l'argent, même si c'est quand même compliqué, hein, évidemment. C'est Mhm. pas de faire une technologie avec des maths de l'espace hyper complexes, etc. Mhm. Bon, on a de très bons ingénieurs, très bons chercheurs pour résoudre ça et c'est possible. Mais c'est plus de comprendre le moment du marché. Alors, c'est avoir les bons KPI, les bons insights, interagir avec les bonnes personnes, etc. pour comprendre, OK, donc de tout ce que j'ai prévu, on va prendre 20%. De ce 20%, on va prendre 10%. Et c'est ça avec quoi on va commencer. Mhm. Ça marche, on fait des tests A/B. OK, c'est le B qui a fonctionné, on continue, on refait un autre test A/B et après on Mhm. met de nouvelles couches et au fur et à mesure on incrémente. Et Voilà. ensuite, ouais, bien sûr. Après, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu es sur la partie tech et la partie innovation. Et du coup, Ouais, en fait, quand on innove sans base utilisateur, en général, t'as pas trop de funding. Et en fait, tu as un peu le dilemme tiens. de la fée et de la poule. Donc, comment est-ce que toi, dans ce domaine-là, comment est-ce que tu l'as surmonté? Comment est-ce que tu as pu le développer? Est-ce que tu y vas plutôt en mode, je vais sur le marché, je vais y aller sans attendre justement d'avoir le feu vert du marché dont tu parles? Ouais, ben ouais, nous, par exemple, typiquement, on a eu ce cas-là, hein, de l'effet de la poule, hein, comme beaucoup de startups. Et aujourd'hui, c'est là qu'il y a le principal pain point de founding. C'est-à-dire à partir du moment où on n'a pas un premier marché démontré, un product market fit démontré, c'est très difficile de trouver du funding. Bon, alors après.
il y a, à mon avis, deux moyens, on va dire. Le premier, c'est montrer qu'on peut créer une technologie solide qui répond à un besoin. Donc nous, on a fait comme ça. On est arrivé à capter, en fait, à montrer à des business angels, voilà, le pourquoi, la taille du marché qu'il y a derrière, etc. Qu'est-ce qu'on compte faire et tout ça. Donc ça faisait sens. Et à partir de là, on arrive à avoir un premier funding pour créer un MVP et trouver les premiers clients. Bon, Hmm. quand on a la pandémie qui arrive juste à ce moment-là, c'est pas, c'est pas toujours facile. Cadeau de Là, la il vie. faut serrer la ceinture, mais bon. Timing. Voilà, timing. Alors là, c'est vraiment des impondérables. Mais une fois qu'on arrive après à capter au moins le premier client, à le convaincre, après, il peut y avoir des diverses stratégies. Certaines startups font un peu du gratuit, mais le gratuit, c'est difficile parce que les gens ne donnent pas de valeur à ce qui ne paie pas, en fait. Euh, Éventuellement, rentrer un client au cap table, donc l'avoir comme premier utilisateur et associé de la startup, ça peut être moyen. Enfin, nous, on n'a pas fait ça, hein, mais voilà. Et puis, finalement, arriver à trouver les bons interlocuteurs pour résoudre le Hmm. problème. Il y a des défis d'innovation, montrer que les défis d'innovation ont prouvé la solution. Encore une fois, ça dépend beaucoup du marché dans lequel on est. Et donc, il y a des dizaines de use cases possibles. Mais oui, il y a toujours la question de la poule et de l'œuf. Après, c'est à arriver à faire passer une idée, une impression que ça tourne déjà et qu'en fait, on est déjà au niveau de la poule, quoi, tout simplement. On n'est plus au niveau de l'œuf. Indeed. Et sur la solitude et l'endurance, tu dis que la résilience, c'est pas le seul glorifié, mais l'endurance sur 10 ans. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que j'aime beaucoup parler de la pérennité. Quand on parle d'entrepreneuriat, surtout aujourd'hui, Ouais, on a vraiment cet effet de tout de suite et on prend pas en compte le fait qu'il faut, en fait, faire un pas après l'autre et que c'est peut-être pénible, mais en fait, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui restent et ceux qui restent, qui n'arrivent pas qui se tout à crament fait. avant, en fait. Et comment toi, tu fais pour rester vivant dans l'aventure sur toute cette période que tu as décrite et que tu as dépassée, Ouais. justement? Ben, en fait, au niveau de l'endurance, c'est vrai qu'il faut arriver à faire un step by step, avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Et adapter après sa gestion managériale, par exemple ses OKR, ses process, son équipe, etc., en fonction des objectifs à court terme et ensuite ramener les objectifs à moyen terme, à court terme, etc., et à créer de nouveaux, de nouveaux objectifs. Voilà. Mais c'est extrêmement rare ou même fallacieux de dire que un entrepreneur, pam, s'est monté d'un jour à l'autre et en un an est au top, etc. Il y en a très très peu. C'est très très rare. Donc il faut, et d'ailleurs pour bien structurer un business, il faut quand même arriver à passer des paliers pour structurer les process, être sûr que on n'a pas de problème chez le client, etc. Moi, je suis déjà passé par d'autres entreprises et d'autres expériences où on a cru qu'on pouvait croître plus vite. Et en fait, non. Il y avait tellement de problèmes chez les clients que la croissance a été stoppée par des churns. Hmm. Donc, il faut d'abord stabiliser la base pour après passer à une croissance plus exponentielle. Et c'est Hmm. pas toujours le but de faire une croissance exponentielle. Il faut Hmm. pas croire ça aussi dans la nature et dans la vie physique, la croissance exponentielle, ça se termine contre un mur. Donc,
C'est pas ce qu'il y a de plus sain. Il faut arriver Donc à ça va avec croître. des vagues. Ouais. Voilà, mais c'est plus Des- une courbe en S en fait. Au bout d'un moment, on Hmm. est quand même dans un monde physique et puis même toutes les grandes startups qui aujourd'hui, on peut penser aux GAFAM, on peut penser à d'autres qui sont à d'autres niveaux, ils passent par une courbe en S. Donc au début, c'est sûr, Hmm. ça fait une exponentielle, mais après, ça stabilise sur un marché. Donc il faut comprendre quelle est la courbe qui est le plus, qu'on est plus à même de savoir gérer tant au niveau des finances qu'au niveau des ressources Des RH. ressources. Finalement, c'est ça qui est aussi très difficile, c'est avoir les bonnes personnes au bon moment pour gérer les bons sujets. Parce qu'au départ, quand on est seul ou deux, trois founders, bon, mais très bien, on se divise les tâches, on sait à peu près ce que chacun doit faire, mais dès qu'on a des équipes, il faut savoir déléguer. Si on ne sait pas déléguer, on ne peut pas croître. Non, non, Voilà, ça, complètement. c'est le principe de base. Hmm, hmm. Voilà. Du coup, on arrive gentiment vers la fin de cet échange super intéressant et très pratique. Et si tu devais déconstruire un seul mythe entrepreneurial, ce serait lequel? Alors, bonne question, bonne Et là, on question. a l'impression de voir Je ton dirais qu'on n'est cerveau qui pas, fait. on n'est pas obligé de souffrir pour y arriver. Euh, Ça, c'est une idée un peu très franco-française, euh, que pour arriver à quelque chose dans la vie, il faut d'abord souffrir énormément. Et c'est vrai qu'on le voit au niveau des études et tout. Bon, ben, je, je, j'ai fait une classe préparatoire et c'est vrai que c'est un moment où on souffre beaucoup. Euh, après, j'ai de très bons souvenirs, hein, au contraire, et puis ça laisse, ça laisse des choses très positives. Mais on n'est pas obligé de faire ça. En fait, il faut arriver à faire les bons choix dans la vie en connaissance de cause, autant au niveau de son environnement que de soi-même. Mhm. Et je pense que c'est ça qui fait un bon entrepreneur. Et là, on a une question d'Antoine qui demande, pour revenir sur la résilience, quel est l'échec dont tu as le plus appris? Alors, l'échec dont j'ai le plus appris, je pense, c'est plus dans la relation que l'on peut avoir avec les personnes que l'on embarque sur un projet. Donc souvent, on veut lancer quelque chose et on a deux, trois personnes avec qui on s'entend bien, avec qui on pense que ça peut marcher, et puis on y va, on le fait, un peu de n'importe quelle façon, entre guillemets, mais il faut un peu freiner ses ardeurs et d'abord faire des contrats, définir un cadre, une gouvernance, parce que le jour où il y a un problème, il n'y a plus personne. C'est Hmm. rare les personnes qui sont présentes. Voilà. Donc, moi, je dis toujours, on découvre quelqu'un lorsqu'on se sépare, en fait, que ce soit dans la vie ou professionnellement parlant. Et donc, pour éviter les mauvaises aventures, il faut quand même toujours créer un cadre avant. Alors, moi, j'ai dû perdre peut-être 100 000 euros en tout pour ne pas avoir fait ça. Voilà, à un Oui, oui, certain bah moment oui. de ma vie. Hmm. Donc moi, je vous conseille à tous, avant de lancer un projet avec des personnes qui rentrent comme investisseurs, comme associés, comme partenaires, comme n'importe quoi, asseyez-vous, définissez quels sont les objectifs, quels sont les moyens de sortie, etc. Qu'est-ce qui se passe dans divers scénarios et mettez-le sur contrat. C'est extrêmement important pour ne pas après avoir des maux de tête. Oui, dans la version soft, hein. Voilà. Voilà. Mais non, mais parce que là, non, la brèche du on découvre quelqu'un lorsqu'on se sépare. Du coup, qu'est-ce que tu entends par là? Tu penses que parce que souvent on sait que c'est quand la situation est difficile, déjà même pour toi Mhm. personnellement dans la vie, que quand on parle de l'échec, faire face à l'échec, c'est à ces moments-là que tu apprends le plus. Parce que tu ne savais pas comment tu allais réagir jusqu'à ce que la situation se présente. Tu vois, si on continue un Exactement. peu l'analogie. Mais quand tu parles, parce que moi, là, ce qui m'intéresse, c'est parce que justement, quand on va sur la partie de litige, bah, du coup,
tu parles du fait que là, en termes d'explosion, ça peut être critique, comme dans l'autre sens. Tu peux te rendre compte qu'en fait, tu pensais que la personne était complètement tout à fait. tout feu, tout flamme, et qu'en fait, Moi, j'ai eu tous non. les cas de figure, hein. Ouais. Donc, C'est pour ça que je pose la question pour aller jusqu'au bout du raisonnement, parce que tu t'as posé un ouais. truc juste énorme avec cette petite phrase. C'est une petite pépite. Ouais, J'invite ouais, non, tout le monde mais à bien la noter, parce que en effet, c'est en ayant ça en tête que tu peux anticiper ce que tu es en train d'expliquer avec tes contrats et mettre en place la gouvernance et le cadre. oui, exactement. En fait, il y a tellement de cas possibles pour se préserver et ne pas non plus se stresser outre mesure. Il faut que tous ces cas, tous les scénarios soient cadrés, en fait. Si tous les scénarios sont cadrés, bon, ben, on sait très bien que si ça marche super bien, on va prendre cette trajectoire. Si ça marche moyennement bien, on va prendre celle-là. S'il y a un problème, on va définir une deadline pour pivoter, faire autre chose, etc. Si ça marche pas, on sait comment on se sépare et on sait ce qui se passe après. En fait, ce qui fait peur d'une manière générale, c'est quand on ne sait pas ce qui se passe après et Mhm. qu'on ne sait plus comment va réagir l'autre, etc. Une fois que c'est bien cadré, bon, ben voilà, c'est les divers chemins de la vie. Ouais. Donc ça fait partie du jeu. Mais c'est vraiment important de bien le cadrer, je dis et je redis, parce que après, des fois, on peut avoir des déceptions et puis ça fait souvent mal au portefeuille quand ça se passe. Ah, c'est du business, hein. Du coup, Voilà. là où Voilà. en général ça tape, c'est dans la finance. Si tu avais une citation ou un mantra qui accompagne dans ta Mhm. façon d'entreprendre, est-ce que tu en as, enfin, est-ce que tu en as un déjà? Alors oui, alors, j'en aurais peut-être même plusieurs, mais là je vais faire une petite autopromotion. Je vais Allez, prendre une go, citation de mon livre, de mon livre de vas-y. science-fiction, qui me semble être proche en fait de ce dont on a parlé et un peu qui démystifie l'idée que l'on a de l'entrepreneur solitaire qui a tout fait tout seul, parce que ça n'existe pas. Euh, et donc voilà, donc la citation, c'est la suivante, c'est les mythes et les légendes ne font pas légion dans la réalité, si bien que notre héros, à jamais mon maître à penser, aussi fabuleux tenta-t-il d'être, reste ancré dans sa réalité, loin de l'euphorie des épopées, loin de la force du désespoir qui fait des héros ce qu'ils sont, et bien loin des coïncidences heureuses qui rendent justice au manichéisme de notre pensée. Ben, c'est posé. Bon, je Voilà. t'avouerai que j'ai pas pu prendre toute la note. Je réécouterai pour le prendre, mais oui, en effet. En gros, ça veut dire que on aime bien comme être humain voir des gens, des personnes qui d'un coup trouvent la solution, d'un coup euh, se relèvent et terrassent l'ennemi, etc. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est du collectif, c'est de travailler ensemble, c'est d'avoir des chemins sinueux et différents. Et c'est en fait ça qui fait la beauté De de nos parcours et de l'aventure. nos existences. Et pas seulement se dire, bon, ça y est, j'ai gravi l'Everest tout seul et je suis le meilleur. Euh, ça se passe pas comme ça. Ouais, Voilà. complètement. Bah écoute, c'est un très beau mot de la fin, qui va vers la fin, car la dernière question que j'aurais pour toi, c'est si tu voulais que quelqu'un, enfin ceux qui regardent, Mhm. que ce soit en replay ou en direct, de quoi est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne de ton intervention? S'il y avait un truc dont on devait se souvenir. Hmm. Ben, jouer collectif, itérer. Donc, faites petit à petit pour arriver à bien faire. Prévoyez toujours un plan B et C. Mais faites-le. Faites-le. Des fois, ça sera le plan C qui va être le bon finalement. Ou peut-être le D qui va devoir apparaître Ou le N, au on ne sait milieu. pas. Ça Voilà. dépend On ne sait pas. des vagues. Mais faites-le parce que je pense que c'est triste d'arriver vers la fin de sa vie et de regarder derrière et se dire, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Voilà. Donc faites-le.
Au final, c'est ça que l'on prend avec soi lorsqu'on passe l'arme à gauche. C'est les gens qu'on a rencontrés, qu'est-ce qu'on a fait dans la vie. C'est ça qui importe. Donc n'hésitez pas à le faire, toujours en mesurant les risques, évidemment, et en ayant des plans de repli. Voilà, Eh bien, une belle invitation à oser, durer et se relever, en effet. Donc, exactement. plein de pépites dans cette intervention. Merci beaucoup, Florent. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Nous avons partagé les liens vers le LinkedIn si vous voulez échanger avec Florent ou si vous avez Avec grand potentiellement plaisir. des besoins par rapport à sa riche expérience, n'hésitez pas. C'est aussi à ça que ça sert ce qu'on est en train de faire. Et bah écoute, Florent. Moi, j'ai envie de dire, j'espère à bientôt. Et en tout cas, sinon, Avec grand belle plaisir. journée, bonne fin de journée à toi. Merci à toi, Stéphane. À bientôt. Merci, bonne journée. Au Bye. revoir.